Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous allons maintenant évoquer les clés du scrutin de dimanche avec deux volets. Céline Braconnier, bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques, spécialiste de l'abstention, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. On vous doit notamment les inaudibles sociologie politique des précaires aux presses de Sciences Po. L'un des volets, ce sera évidemment la manière dont ceux qui se sont abstenus, voudraient s'abstenir, vont s'abstenir. Ce sont eux qui vont décider d'une partie du scrutin. Et puis, Michael Fessel, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'école polytechnique. Vous avez publié Quartier rouge, le plaisir et la gauche aux presses universitaires de France. Une réflexion sur l'état de la gauche. Et l'autre volet, ça sera justement la manière dont la gauche, alors là aussi, une partie d'entre elles va se positionner pour ce scrutin, va décider ou non de voter. Et puis, pour qui? Alors, on va essayer de voir avec vous justement comment ce scrutin pourrait se dérouler. Céline Braconnier, sur la question de l'abstention, a-t-on affaire à une situation absolument inédite avec désormais une scène politique qui est résumée sous la forme de 3 blocs? Alors, inédite du point de vue de l'abstention, non, parce qu'on commence à s'habituer à des scores importants, à des records historiques successifs d'abstention. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait une démobilisation électorale plus forte que celle enregistrée au premier tour, notamment parce qu'une partie, en effet, des électeurs du premier ne se reconnaissent pas dans l'offre électorale telle qu'elle se présente aujourd'hui, et que ce qu'on a appelé il y a quelques années le Front républicain n'est plus comme ça l'a été en 2002 notamment, capable de mobiliser par soi-même l'électorat, enfin une partie de l'électorat et notamment l'électorat populaire. Donc voilà, on s'attend à une abstention importante. Les indicateurs vont tous dans le même sens. Il y a une proportion d'indécis qui est plus importante qu'à J-2 en 2017. Parmi ceux qui sont certains d'aller voter, il y a aussi une proportion plus importante d'indécis sur, notamment entre le vote en faveur d'Emmanuel Macron et le vote blanc, dont je vous rappelle qu'il a été important en 2017. Il s'est cumulé à une abstention qui était elle-même importante. Donc on s'attend quand même à une répétition du même phénomène amplifié par rapport à celui enregistré en 2017. Et alors, l'autre volet, c'est bien entendu le comportement des électeurs de gauche, ou d'une partie en tout cas de ces électeurs de gauche. Vous avez consacré un livre, Michael Fessel, Quartier rouge, le plaisir et la gauche, à la manière dont, justement, la joie, le plaisir de vivre, l'hédonisme s'articulait avec la gauche. Et hier, nous recevions, dans le cadre des matinales politiques, Hervé Juvin, qui est aujourd'hui député européen du Rassemblement national, et il évoquait justement la joie de vivre. Il disait, voilà, si vous votez pour Marine Le Pen, c'est normal, il est du Rassemblement national, donc il défendait bien entendu sa candidate, mais il évoquait la manière dont Marine Le Pen pouvait restaurer la joie de vivre, qui, selon lui, si je suis son raisonnement, aurait aujourd'hui déserté notre pays. Et finalement, c'est quelque chose d'assez inédit qu'il y ait ce sentiment, qui est un sentiment qui relève de la vie privée, qui soit convoqué par une organisation politique. Qu'en pensez-vous ? Bon, j'espère que la joie de vivre, je le dis comme préalable, n'est pas passée intégralement du côté de l'extrême droite. Sans doute c'est significatif que le thème se soit un petit peu diffusé pendant la campagne électorale. On se souvient aussi du candidat communiste qui parlait des jours heureux, de l'autre côté du prisme politique ou électoral. Je pense que ça rappelle que la question des mœurs, la question des modes de vie, peut-être aussi la question des corps, est une question politique. On évoquait à l'instant la très forte ou probable abstention qui aura lieu dimanche. Ce que l'on sait avec déjà une certaine certitude, c'est que quel que soit le vainqueur, et si le vainqueur annoncé l'emporte, il n'y aura pas de soirée de liesse électorale. De la même manière d'ailleurs qu'il n'y a pas eu entre les deux tours ou après les résultats du premier tour d'indignation marquée dans la rue, si on compare en particulier à ce
qui s'était passé en 2002. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée d'une sorte d'indifférence, mais une indifférence peut-être froide, glacée, peut-être assez hostile d'une partie de l'électorat à l'égard des résultats. Ce que la politique aujourd'hui fait de plus en plus difficilement, en tout cas la politique dans son champ électoral, institutionnel et électoral, c'est qu'elle ne fait plus plaisir, je dirais, au sens où elle ne constitue plus un élément de mobilisation des corps, des individualités, et qu'on a le sentiment que, d'ailleurs assez préoccupant, on a le sentiment que les résultats n'affectent plus le corps social, alors qu'en réalité, ils auront néanmoins des effets sur eux. C'est-à-dire que la joie politique, je ne sais pas, le plaisir du militantisme, ce genre de choses, c'est terminé selon vous ? Je ne sais pas si c'est terminé, mais aujourd'hui en tout cas. Le militantisme à l'ancienne, si je puis dire, de toute façon, on sait très bien qu'il est lié à un parti et aussi à une organisation sociale ou contre-sociale. Le modèle, c'était plutôt le militantisme communiste de ce point de vue-là, de faire contre-société. Ce militantisme n'a peut-être pas disparu, mais il s'est considérablement affaibli, en particulier aussi par la constitution de formes d'engagement qui sont plus virtuelles, plus liées à l'utilisation d'Internet. Les mouvements politiques En Marche ou la France Insoumise fonctionnent davantage comme cela. Et de ce point de vue-là, évidemment, on pourrait penser, on peut regretter aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, que les corps soient moins investis dans le champ du politique, ou en tout cas de sa dimension partidaire. Céline Braconnier, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a l'abstention qui déjà est un indicateur d'indifférence, de distance, souvent teinté de colère ou désabusé. Mais il y a aussi le vote triste, le vote qu'on produit par devoir pour les personnes les plus âgées, ou le vote de barrage qu'on produit aussi sans grande conviction et pour lesquels on hésite précisément de plus en plus. Et ce cumul d'abstention et de vote désinvesti politiquement et désinvesti émotionnellement, je suis assez d'accord, dessine un paysage problématique du point de vue de l'adhésion à la démocratie représentative qui elle-même n'est pas encore remise en cause. La preuve, c'est que finalement, on vote toujours plus que ce qui est attendu quand on voit les scores d'abstention, les cumuls d'abstention aux élections intermédiaires. On s'attend toujours à ce qu'à la présidentielle ne soit plus capable de mobiliser. Ça n'est pas vrai, puisque au premier tour, on a encore vu que c'était une élection qui mobilisait encore massivement, y compris les plus éloignés de la politique, mais ça devient de plus en plus de la mobilisation très ponctuelle, occasionnelle et triste, qui n'est plus une mobilisation d'adhésion. Et quel que soit l'élu dimanche soir, en effet, la vraie problématique sera de constater qu'il n'y a pas un électorat qui adhère à un projet, qui adhère à une vision, mais un électorat, des électorats agrégés qui ont tous des bonnes raisons, finalement, de choisir le candidat qu'ils ont choisi, mais qui ne renvoie pas à l'adhésion à un projet. Et ça, c'est problématique dans le gouvernement du quotidien aussi pour les élus. Et alors, dans les promesses politiques, parce que là aussi, par rapport à cette question de restaurer une certaine forme de joie de vivre ou d'aller à l'encontre, Michael Fossel, de ce que d'aucuns ont appelé le malheur français, parce que cela aussi, c'est un thème qui est arrivé, il y a une partie de ces plaisirs de l'hédonisme qui souvent est classée dans le camp réactionnaire. Alors, je laisserai chacun essayer d'élaborer le mot de réactionnaire. Alors, ça a été fait, par exemple, parmi les partisans de Reconquête, qui d'ailleurs ont été probablement, comme parti à droite, l'un des partis les plus présents du point de vue du militantisme. Cela a été fait, vous l'avez rappelé, par le candidat communiste. Mais justement, le candidat communiste a été critiqué pour cela à gauche. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'en politique, comme dans la nature, on a horreur du vide. Et je pense que si la position hédoniste ou disons libertaire a été partiellement abandonnée par une partie de la gauche au profit d'une mobilisation fondée plutôt, et on peut le comprendre aussi, sur l'urgence, sur la catastrophe, en particulier sur la crise écologique, des mouvements idéologiques radicalement opposés au progressisme se soient emparés de cette question. Il y a évidemment de la question des mœurs, la question aussi d'ailleurs qui prend parfois une dimension religieuse, les modes de vie, une dimension politique qui est aujourd'hui investie davantage dans le camp que vous avez justement d'ailleurs appelé réactionnaire, avec cette idée finalement, un petit peu cette inversion du stigmate que désormais ce serait la gauche ou le camp des égalitaires ou des partageux qui serait ou qui porterait une nouvelle morale, une nouvelle austérité, la critique plus ou moins climato-sceptique aussi de tout ce qui dans le champ de l'écologie serait
précisément uniquement punitif. Alors je considère que la plupart de ces critiques sont illégitimes. Simplement, elles ont au moins le mérite, disons, de rappeler que la politique, l'horizon de l'engagement politique aussi n'est pas seulement un horizon, je dirais, gestionnaire ou un horizon purement abstrait. La question, évidemment, c'est de savoir comment articuler démocratie représentative, et de ce point de vue-là, la question de l'abstention, évidemment, est centrale, ou le risque de l'abstention est central, et puis ce qu'on appelle, à tort ou à raison, démocratie participative, qui, elle, pour le coup, engage beaucoup plus directement les conceptions de la vie, les formes de vie, les manières d'envisager l'allégresse, mais aussi d'ailleurs la tristesse. Finalement, c'est la question des émotions en politique qui a été un peu absente ces dernières années, y compris d'ailleurs dans cette campagne, ce qui est assez étonnant à mes yeux du moins, puisque nous sortons malgré tout d'une longue période où la question des corps, via le confinement, via les couvre-feux, y compris la question des plaisirs, on a dit à tort ou à raison que le fait d'aller au café constituait aussi une liberté politique, cette question-là avait tout de même... C'était posé à tout un chacun. Je sais bien que le confinement n'a pas été vécu, et loin s'en faut, de la même manière, mais néanmoins, on avait le sentiment qu'il y avait comme un éléphant dans la pièce, mais que personne ne parlait, ne thématisait de cette expérience commune, alors que précisément, on aurait peut-être pu, puisque l'une des difficultés d'un discours politique, c'est de s'adresser à tout le monde, c'est de créer du commun. Là, pour le coup, on avait tout de même des expériences relativement semblables sur lesquelles on aurait pu s'appuyer. Ça a été fait par certains candidats, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la question de manière assez étonnante, jouir sans entrave, c'est quasiment devenu une revendication réactionnaire de ceux qui par ailleurs conspuent 68 et s'en prennent aux écoféministes ou aux véganes ou à la gauche comme à une nouvelle religion. Mais alors, justement, parce que c'est ce camp-là qui s'estime, c'est ce camp-là notamment qui s'estime privé de second tour. Alors, on voit ce malheur politique, ou je ne sais pas comment le qualifier, Céline Braconnier, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas un candidat rêvé au second tour, alors même que le choix est souvent relatif, mais là, il est particulièrement cruel, semble-t-il, pour certains. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que ça signifie qu'on a affaire finalement à une fin du bipartisme, et cette fin du bipartisme, eh bien, elle laisse des électeurs malheureux sur le carreau? Alors, il y a une déstructuration complète du paysage politique qui laisse sans repère finalement les électeurs, et en particulier les électeurs les plus loin des institutions et de la politique, pour qui le repère gauche-droite notamment était un repère important, un repère d'identification dans les milieux populaires où on s'abstient beaucoup, dans la jeunesse aussi, où on s'abstient beaucoup, puisque le vote vient finalement avec le temps, avec l'installation, avec l'intégration sociale, familiale, professionnelle. Donc là où on n'est pas stabilisé politiquement, la déstructuration des repères habituels qui gênent la transmission aussi intrafamiliale en politique a laissé les individus seuls face à une offre qui est difficile à décrypter. Donc dès lors qu'on a des candidats qui, au lieu d'opposer projet contre projet avec quelques grandes idées auxquelles on peut adhérer, eh bien, joue programme contre programme, mesure technique contre mesure technique. Et de ce point de vue-là, le débat d'entre-deux tours était caricatural. Comment voulez-vous qu'un débat comme ça aide à se positionner des gens qui sont déjà loin et qui sont justement ceux qu'on cherche à entraîner vers les urnes? C'était trop technique. Il a fallu attendre la toute fin de l'émission pour avoir des éléments assez clivants qui peuvent être les éléments incitatifs à la participation, et qui peuvent aider surtout les plus sceptiques, les plus désenchantés, les plus loin de la politique à y aller. Ceux-là, ils n'y suivent pas le débat, mais on sait très bien que c'est pas le débat en lui-même qui seul peut entraîner. C'est le fait que certains moments du débat peuvent donner lieu à discussion, à réplique, notamment à diffusion sur les réseaux sociaux, et par ce biais-là produire des dispositifs de mobilisation informelle vers les urnes. Cette mécanique-là, elle n'a pas du tout été enclenchée du fait de la tenue très plate, très découpée, très technique du débat qui a eu lieu. Et oui, parce que Michael Fossel, lorsqu'on parle du plaisir ou d'une vision de la vie hédoniste, je sais pas, on fait pas l'amour avec un taux de croissance, et c'est compliqué de promettre du bonheur, de la joie. Alors,
avec des questions extrêmement précises sur le pouvoir d'achat. Donc on n'a pas de projet de société, on ne peut pas avoir de joie possible en politique, en tout cas sans projet de société. Oui, alors il m'est difficile, disons, de savoir quel est le rapport entre abstinence et abstention, mais certainement il y a, dans la désaffection à l'égard du politique, il y a aussi cette idée non seulement que ça ne sert à rien, mais que ça n'apporte rien dans l'expérience concrète. Moi, j'ai tendance à penser, ce qui d'ailleurs placerait la question sur le champ ou dans le champ institutionnel, que ce qui aujourd'hui est fondamentalement en crise politiquement, c'est l'articulation entre les imaginaires collectifs ou les espérances en termes de transformation sociale et puis les expériences concrètes des individus. Cette idée que ce serait bien, mais ça ne marchera pas. Au fond, on peut espérer des modifications profondes de la société, mais elles n'adviendront pas. Pour ce qui est de la question de l'abstention, je parle sous l'autorité de Cécile Braconnier, mais j'ai été moi frappé par le fait que ce ne sont pas tellement, bien qu'ils s'abstiennent déjà beaucoup, mais les plus jeunes des jeunes, ceux qui ont entre 18 et 24 ans qui s'abstiennent le plus, c'est juste la tranche d'après, entre 25 et 35. Alors là, ça pose quand même une question, parce que dans la très grande jeunesse, où les gens très jeunes, on pourrait dire, il y a une sorte de romantisme, élection piège à con, on exige au-delà, on a un absolu qui n'est pas compatible avec la logique électorale. Mais dans la tranche d'après, c'est plutôt là, 25 ans, 35 ans, c'est plutôt ceux qui commencent à se socialiser, qui parfois fondent une famille, qui rentrent dans la vie professionnelle et qui donc, normalement, devraient aussi se politiser dans le champ, au sens, disons, de la politisation institutionnelle classique. Or, c'est ceux-là qui votent le moins. Et à mon sens, c'est un effet, je le dis de manière non scientifique, intuitive, de l'ubérisation du monde sur la politique. C'est-à-dire que on commence c'est au moment où on devrait se socialiser qu'on est confronté à des atomisations, à une précarité de plus en plus grande, qui rendent la politique extrêmement lointaine, non seulement abstraite, mais je dirais qui institue en quelque sorte l'idée qu'on est impuissant à modifier les conditions de son existence. Et la question du plaisir, la question des mœurs, mais aussi la question d'ailleurs de la liberté, c'est quand même la question de savoir si l'acte assez abstrait finalement de voter peut avoir un effet concret, non seulement sur soi, mais sur l'ensemble de la société. C'est peut-être cette transition-là, cette transitivité-là de l'acte électoral qui aujourd'hui s'est perdue au bénéfice d'une atomisation sociale, évidemment hostile à tout ce qui est collectif. Michael Fessel, le Quartier Rouge, le plaisir et la gauche aux presses universitaires de France. Céline Braconnier, les inaudibles, sociologie politique des précaires aux presses de Sciences Po. On se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer finalement les promesses perdues, mais peut-être aussi les promesses à retrouver du politique à 2 jours du second tour de la présidentielle, 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous poursuivons cette réflexion sur les clés du second tour, quelques instants après ce billet politique consacré à ce débat de l'entre-deux tours, et la suffisance de l'un, l'insuffisance de l'autre, disait hier Frédéric Seyss. Nous sommes en compagnie de Céline Braconnier, professeure de sciences politiques, spécialiste de l'abstention. On vous doit les inaudibles, sociologie politique des précaires aux presses de Sciences Po. Michael Fessel, Quartier Rouge, le plaisir et la gauche aux presses universitaires de France. Dans ce livre, vous évoquez les relations complexes de la gauche et du plaisir avec, dites-vous en substance, une inversion de tendance. Mais alors justement, si on reprend le billet politique de Frédéric Seyss, il y a, disait-il, dans le discours de Marine Le Pen, une tendance à s'identifier à cette France qu'Emmanuel Macron mépriserait. Le mépris, l'arrogance sont des freins, par exemple, au plaisir, puisque cela signifierait que Emmanuel Macron, si on suit bien entendu les propos de Marine Le Pen, eh bien ne considérerait pas les Français comme des personnes, mais plutôt comme quantité négligeable, et donc ils n'auraient pas le droit à la plénitude de leur être, ou ils n'auraient pas le droit d'être reconnus véritablement. Certainement, Marine Le Pen essaie ou a essayé dans ce débat et d'ailleurs dans sa campagne de jouer un petit peu l'incarnation joyeuse ou l'incarnation en tous les cas plutôt maternelle quasiment contre l'abstraction technocratique éloignée du peuple. De ce point de vue-là, on avait parfois aussi le sentiment, en tout cas pendant le débat, que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Seyss, que son argument, en tout cas le sous-texte, c'était voter pour moi, je ne fais pas de politique. D'une certaine manière, elle a anticipé sur la dépolitisation, ce qu'elle considérait telle, par opposition à un système politique supposément à la fois arrogant et d'une certaine manière
technocratique. Alors on a aussi vu que son amour pour les chats a été porté comme argument en quelque sorte de campagne, ce qui aussi consistait d'une certaine manière à l'humaniser par rapport à ce qui est toujours cette suspicion d'inhumanité du pouvoir. C'est étrange d'ailleurs cette oscillation, puisque on oscille entre une demande de président normal, une autre qui consiste à vouloir un président anormal, et puis le fait qu'on voudrait un président modeste, mais je ne sais pas très bien ce que ça signifierait, Michael Fossel. Oui, j'aurais tendance d'ailleurs à déduire de toutes ces attentes contradictoires que peut-être c'est la fonction même du président, de la puissance ou de la présidente, de la puissance qu'il occupe dans nos institutions qui est entrée en crise. Parce que si l'on fait une projection raisonnable des résultats de dimanche, on peut tout de même penser que l'élection la plus probable, ou la réélection la plus probable, donc celle d'Emmanuel Macron, s'accompagnera immédiatement d'une forme, non seulement d'ailleurs peut-être d'impopularité majoritaire, mais même de défiance, et d'une défiance relativement marquée de la part d'une partie importante de l'électorat. Et cette espèce de spontanéité, d'immédiateté entre l'élection et puis l'impopularité, on la remarque au moins depuis, de manière de plus en plus marquée, mais on la remarque au moins depuis le passage au quinquennat. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une espèce à mes yeux, je pense qu'il y a quand même là une difficulté majeure pour les institutions de la Ve République, et même qu'elles sont à bout de course, parce que attendre tout d'un homme, attendre tout éventuellement d'une femme, dans le contexte actuel, ça paraît insensé. L'argument, pour revenir sur le thème de l'abstention, l'argument pour maintenir ce présidentialisme à la française, c'est de dire c'est l'élection à laquelle, malgré tout, on vote encore le plus ou le moins mal. Cela étant, l'adhésion que cette élection provoque, elle est aussi mesure de la déception que le plus souvent elle provoque immédiatement, et qui finalement fait que dans les élections intermédiaires, là, carrément, la majorité des Français ne s'investissent plus du tout. Mais alors, justement, Céline Braconnier, pour poursuivre ce raisonnement, quel type de président voulons-nous? Est-ce qu'on a affaire à des demandes qui sont différentes parce que, tout simplement, les attentes des Français ne sont pas similaires du tout? Les uns voudraient, je ne sais pas, un président proche, les autres, au contraire, un président en surplomb. Il y a des visions... C'est même au niveau individuel, j'ai envie de dire, il y a des attentes contradictoires de la part des mêmes individus et des mêmes groupes sociaux. On est à la fois dans les milieux populaires auxquels Marine Le Pen s'adresse, puisque elle est majoritaire parmi les actifs, dans les milieux ouvriers employés, elle est très largement majoritaire dans les enquêtes. Donc sa popularité s'amplifie dans ces milieux-là, sachant qu'une partie de ces milieux ne vote pas. C'est aussi pour ça qu'elle y est très largement majoritaire. Et ça s'explique en partie par le fait qu'elle est identifiée comme la candidate qu'elle met en scène du peuple, susceptible de susciter l'adhésion de ceux qui souffrent, de ceux qui ont des difficultés du quotidien. Et elle réactive en quelque sorte une espèce un vote de classe qui paraît se redessiner dans ce contexte de déstructuration de l'offre politique. Les attentes, elles sont contradictoires. Vous avez chez les mêmes personnes la volonté de suivre un président ou des candidats qui ont une présidentialité suffisante. Marine Le Pen avait déçu son électorat naturel en 2017 parce qu'elle n'avait pas été à la hauteur du débat de l'entre-deux tours. Son côté scolaire, mauvais élève, non préparé, avait vraiment déçu. Donc l'idée qu'être proche du peuple, c'est être c'est être comme les gens, ne pas donner l'image de quelqu'un qui est pas préparé. Elle est fausse aussi. Donc il y a une attente de présidentialité qui est énoncée, mais il y a aussi une quête de respect, en fait, j'ai envie de dire, à l'égard qui est adressée à l'ensemble des professionnels de la politique, et que les candidats et les élus satisfont plus ou moins, mais en fonction de leur attitude, en fonction de la manière dont ils s'adressent, plus qu'en fonction des politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. Mais c'est quand même étonnant, Céline Braconnier, parce que les archétypes du président en France ne sont pas très respectueux des Français. Je veux dire, le général de Gaulle nous traitait de veaux. François Mitterrand était quelqu'un qui pouvait passer pour être plein de morgue, qui était extrêmement
cassant et qui ne s'était pas privé d'ailleurs de l'être lors du débat de l'entre-deux tours avec Jacques Chirac. Alors pourquoi ce changement de modèle? Ou alors est-ce qu'encore une fois on a affaire à des aspirations qui sont parfaitement contradictoires, hein? Les individus ont le droit de l'être. Je pense qu'il y a des aspirations contradictoires, mais que on est dans une période où certaines catégories de la population sont en souffrance, sont en difficulté, et on a l'impression d'être abandonnés. Le scepticisme et le désenchantement politique dont on parle, il creuse l'écart avec les professionnels de la politique, et il suscite des attentes d'attention. De la même façon, on a envie que les politiques viennent. Moi, ça me frappe dans des quartiers populaires, des jeunes qui sont assez loin de la politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'intéresser ou qu'ils n'ont pas des idées sur tout un tas de questions sociales importantes. Et ils sont très sensibles aux visites des élus, aux visites des candidats. Au fait qu'on vienne les voir chez eux, là où ils sont en confiance et là où ils osent exprimer, alors que ce sont des citoyens qui ne vont jamais dans les institutions, qui ne prennent jamais la parole dans des arènes politiques. Il y a une attente de respect, de sollicitation, d'inversion finalement du lien, que la République vienne à eux et non pas qu'on attende d'eux qu'ils viennent à elle, pour retisser du lien. Il y a une dissociation, ça c'est lié à la déstructuration du tissu associatif, y compris partisan. Il y a une dissociation entre la sociabilité quotidienne, la difficulté du quotidien, et puis ce monde des institutions et du politique, avec lequel il n'y a plus de canaux de transmission. Et si on continue, Mickaël Fessel, la question de l'incarnation et du plaisir, je me disais qu'il y avait souvent eu des incarnations présidentielles qui étaient effectivement sous la forme de l'hédonisme. Alors François Mitterrand en était un exemple, Nicolas Sarkozy en était une autre illustration, qui d'ailleurs a été plus moquée pour cela. Aujourd'hui, les deux finalistes? Oula, c'est une question qui évidemment me porterait à porter un jugement en quelque sorte esthétique sur leur comportement. Je crois qu'ils ne diffèrent pas. Non, mais en tout cas sur leur image. Sur l'image. C'est-à-dire, une femme qui aime les chats, c'est une forme d'image qui voudrait se présenter comme une image de la simplicité. Je ne sais pas qu'en diriez-vous. Oui, il y a certainement, c'est un petit peu le mythe de la proximité. Chacun essaie de l'incarner comme il le peut. Marine Le Pen le fait plutôt, bien, si je puis dire. En tout cas, elle arrive à trouver des modalités particulières. Emmanuel Macron, c'est sans doute plus difficile pour lui. Cela étant, il est certain, et ça pose d'ailleurs aussi la question du présidentialisme et de son côté un peu monarchique, ces rapports d'identification à un individu, les questions qui se posent relativement à sa vie privée, à son corps, à son incarnation, finissent dans une société qui est largement marquée par les réseaux sociaux, par devenir franchement irrationnelle. C'est-à-dire qu'on a même dans ce champ-là toute une série, sinon de complots, du moins d'hypothèses farfelues sur la vie des uns et des autres, qui sont toujours motivés par une certaine forme de défiance a priori à l'égard du pouvoir. Au fond, on a quand même entériné beaucoup cette idée que le pouvoir, c'est sinon le mal, en tous les cas un peu suspect, et que ceux qui le possèdent devraient avoir ou ont une certaine forme de perfidie morale, et même parfois certains hommes politiques, je pensais ici plutôt aux États-Unis, Trump avait largement fait sa campagne sur cette idée de la démonisation en quelque sorte du personnel politique. Il y a une sorte de pulsion anti-institutionnelle qui s'est emparée même des représentants les plus éminents des institutions. On l'a même vu, vous évoquiez tout à l'heure Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'une partie de son discours, c'était tout de même de dire qu'il incarnait, lui, la rupture par rapport aux magistrats qui étaient des petits pois, ou alors à toute une série d'institutions. Il faut évidemment être tout de même on peut tout de même être très, très inquiet de cette manière dont ce qui est tout de même le garant, malgré tout, des libertés publiques, les institutions, le droit devient l'objet d'une remise en cause populiste, je ne sais pas, mais en tout cas de la part de ceux qui réclament les suffrages d'une partie des Français. D'ailleurs, ça ne marche pas autant qu'on le dit, mais en tout cas, ça pose aussi la question de savoir s'il ne faudrait pas modifier un peu les règles du jeu, dès lors que ces règles, plus personne n'a très envie de les suivre.
Céline Braconnier, qu'en pensez-vous? Oui, d'ailleurs, un certain nombre d'enquêtes confirment, par exemple, le sentiment qu'ont une grande majorité de citoyens, et pas seulement les électeurs de Marine Le Pen, que les hommes et les femmes politiques sont corrompus. Voilà, il y a une enquête récente qui laisse penser qu'il y a presque 2 tiers des Français qui partagent cette idée qu'on a des professionnels de la politique qui sont corrompus. Il y a quand même aussi, c'est entre ce sentiment de coupure, hein, s'appuie quand même sur des éléments objectifs de composition d'un monde politique par voilà, des élus qui sont de plus en plus issus des mêmes milieux très diplômés, voilà, qui sont rarement issus des milieux qu'ils représentent. Et ça pose quand même une question. Il y a de moins en moins d'élus issus des milieux populaires à l'Assemblée nationale. Ça interroge quand même ces problématiques. Et comme il n'y a plus de partis politiques militants, avec des forces suffisantes pour faire du lien direct entre toutes les catégories de la population et puis ceux qui nous gouvernent, voilà, il y a un problème de coupure et de lien qui ne se fait plus. Il y a un vrai problème des corps intermédiaires en France. Un vrai problème de déstructuration du tissu associatif, des organisations représentatives des différentes catégories de la population, qui à la fois ne sont plus entendues par le centre politique, par les décideurs, mais qui elles-mêmes sont déstructurées. Et donc, on sait très bien, par exemple, que la présence sur le terrain, le fait d'avoir un voisin qui milite dans un parti politique, un voisin qui est syndiqué, un collègue qu'on rencontre tous les jours au bureau, ça peut changer la donne, parce que la politique incarnée par quelqu'un qui est proche au quotidien, ça peut diminuer en fait cette impression de déconnexion et de coupure, et assouvir ce besoin de reconnaissance et de respect, et permettre une politisation de plus en profondeur, disons. Et puis alors, dans la question, là aussi, du rôle du politique, dans la dernière période, on l'avait un peu évoqué, Michael Fessel, il y a eu la question des corps, mais des corps qui ont été, pour la première fois peut-être de cette manière-là, qui ont été encadrés, gouvernés par le politique. Je pense évidemment au confinement. Alors ça renvoie à Foucault, sur lequel vous revenez largement dans votre ouvrage Quartier Rouge, le plaisir et la gauche. Pourquoi? Expliquez-nous en quoi il y a quelque chose de particulier à la fois dans cette période et dans les interprétations qu'on peut faire du philosophe Michel Foucault à cet égard. Foucault, c'est celui qui a pensé le devenir du pouvoir dans le monde contemporain comme biopouvoir, le rapport entre le pouvoir et la vie, qui s'est intéressé pas seulement au pouvoir au sens traditionnel du pouvoir d'État, mais aussi à la médecine, au poids de la médecine dans l'organisation de la société. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, évidemment, une période comme celle du confinement ou d'une épidémie, thème aussi sur lesquels il a beaucoup travaillé, a marqué l'actualité de sa pensée. Après, il y a un autre aspect, c'est aussi quelqu'un qui a penser, disons, la politique, ou aborder la politique dans un champ qui était un petit peu celui de l'abandon de la rupture révolutionnaire. C'est cette idée, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire en politique dès lors qu'on a abandonné l'idée d'une transformation du monde. Et il a mis en valeur, pour le meilleur et parfois avec des limites, l'idée qu'on pouvait quand même changer sa vie plutôt que transformer le monde. Qu'aujourd'hui, la politique, c'était plutôt du genre, une manière, disons, de modifier son rapport au monde, de transformer par exemple ses habitudes alimentaires, sa sexualité, c'est-à-dire qu'il a senti, je ne pense pas d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il a défendu comme tel, mais il a senti que ce qui arrivait, c'était certainement aussi une manière, un déplacement du champ du politique plutôt vers la vie, l'individualité, l'organisation esthétique ou personnelle de son existence. Alors si on interroge cela quant à ses effets aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de gens, en particulier peut-être dans la génération, qui vivent de manière politique ou qui ont des engagements singuliers, personnels, individuels dans le champ du politique, dans l'associatif, dans l'écologie, qui considèrent aussi que la cause animale, que la question de son propre comportement, son rapport à la nourriture sont politiques, mais qui ont en quelque sorte renoncé sur le fait, ou abandonné, peut-être ont-ils de bonnes raisons pour cela, l'idée qu'on pouvait transformer le monde. Au fond, cette idée qu'il faut changer sa vie plutôt que modifier la société, puisqu'on a essayé de modifier la société tout au long du XXe siècle, sans succès, voire avec beaucoup de tragédies à l'horizon. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, ça explique sans doute
pourquoi beaucoup d'individus de citoyens se disent au fond, la question politique, je l'aborde dans mon milieu, dans ma sphère intime, dans mon champ amical en quelque sorte, dans l'organisation associative à laquelle j'appartiens, mais tout ce qui relève, disons, du macro-politique, des institutions, me paraît comme complètement abstrait. Ce qui pose tout de même un certain nombre de limites, parce qu'on constate quand même qu'un grand nombre des problèmes, y compris le problème écologique, se situent au niveau macro-politique plutôt que simplement dans l'organisation tout à fait louable de nos vies autour d'impératifs plus respectueux de la nature. Mais alors justement, est-ce qu'on pourrait retourner complètement le problème Céline Braconnier et se dire que peut-être cette abstention ou ce retrait de la sphère politique que l'on observe chez certains de nos compatriotes, il est lié aussi au fait que finalement on peut cultiver son jardin, on peut très bien mener une vie heureuse sans se soucier de politique, ça ne nous intéresse plus. Oui, sauf que la politique s'intéresse à vous, en revanche. La politique produit des effets qui ne sont pas forcément visibles, parce qu'ils ne sont pas traduits, mais qui ont des effets structurels, contraignants, assez marqués. Et le problème, si on a des catégories entières, ce qui est en train de se dessiner, notamment les très jeunes, mais aussi certaines catégories des milieux populaires qui s'éloignent de plus en plus des urnes et qui cessent de voter, c'est que les intérêts de ces catégories-là sont moins défendus dans l'espace politique et notamment dans le cadre des politiques publiques. Mais alors c'est étonnant parce que là aussi, en tout cas dans la rhétorique des politiques, il y a toujours un discours sur les jeunes. C'est d'ailleurs là-dessus qu'Emmanuel Macron a chuté dans le débat en parlant chuté du terme de chute, de fin. Oui. Donc il a fini là-dessus sur les enfants. C'est également un discours très large sur les démunis, sur les politiques, je pense par exemple aux politiques culturelles qui sont souvent dirigées du point de vue discursif, en tout cas vers ceux qui sont les plus éloignés de la culture. Bref, il y a tout ce registre-là. Alors c'est uniquement, ce sont des mots, vous faites la grimace. Non, parce qu'au cours de la campagne, ce qui est quand même assez frappant, c'est la déconnexion entre ce qui préoccupe les citoyens, la majorité des citoyens, et notamment les jeunes, et ce qui a été mis en avant au cours de la campagne. Le fait qu'on ait eu une campagne qui a moins intéressé que les précédentes est en partie lié à ce sentiment très fort de déconnexion. La question environnementale qui est prioritaire dans une partie de la jeunesse. Il y a un jeune de 25 ans sur deux aujourd'hui qui est étudiant et les étudiants sont porteurs de ces revendications très fortes en faveur de la cause écologique qui a été traité de façon très secondaire par les principaux candidats. Donc non, il y a quand même une déconnexion et les candidats s'adressent en premier lieu à ceux qui votent, à ceux qui les élisent. Et ça reste vrai, ça a été montré dans d'autres pays également, au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire que le risque du décrochage du système représentatif, c'est ça. C'est des politiques publiques qui sont décidées par une population plus âgée, plus riche, plus installée, plus stable que la moyenne, et qui défend en tout premier lieu ses intérêts. Mais alors, justement, les politiques auraient pu lire votre livre. Certains l'ont probablement fait. Michael Fessel, Quartier rouge, le plaisir et la gauche, parce que on se dit qu'il y a peu de propositions hédonistes. Je ne sais pas, libéralisation de certaines substances qui, je crois, peuvent être parfois consommées par les jeunes. Il aurait pu y avoir des propositions de fait. Je crois qu'il n'y en a pas chez les deux finalistes. Non, la fête est depuis un certain temps considérée comme étant quelque chose de privé. D'ailleurs, il y a une privatisation en quelque sorte de tout ce qui relevait dans la tradition encore issue de 68, du collectif et des plaisirs, en tant qu'ils ne sont pas seulement, je dirais, l'objet d'une consommation individuelle, mais d'un partage. Or, ça aussi, c'est un aspect qui m'a beaucoup frappé par rapport même, disons, aux Gilets jaunes ou à Nuit debout, qui sont des sociologies très différentes, qu'on a souvent d'ailleurs, à mon avis, à tort opposées, mais qui, dans les deux cas, les Gilets jaunes comme Nuit debout, ont tout de même un point commun. Ce sont des individus qui se rassemblent sur des lieux qui ne sont pas des lieux
lieux politiques, c'est pas l'agora institutionnelle, des places ou des ronds-points, et qui, entre autres choses, font quelque chose de l'ordre de la sociabilité heureuse. Alors c'est plutôt les barbecues d'un côté, peut-être on dira c'est la gauche quinoa de l'autre. Bon, ces oppositions m'apparaissent parfois, et même très clairement abstraites. C'est pas la question de savoir où je trouve mon plaisir qui est politique, c'est le fait de le revendiquer sur le mode du partage. Et là où je vous rejoins totalement, c'est qu'en réalité, l'un des problèmes que la politique a aujourd'hui, c'est celui, disons, de l'abstraction de son discours, plus ou moins phagocyté par les communicants. Et ça touche la question des corps, en particulier dans le débat dont on parlait, le débat du deuxième tour, d'entre-deux tours. La séquence sur l'écologie, rebaptisée d'ailleurs environnement, à ce moment-là, était tout de même, on se croyait dans les années 80. Bon, c'était quelque chose c'était les éoliennes ou le nucléaire, ça n'est pas allé plus loin. Il n'y avait aucune tentative de part et d'autre pour essayer de montrer à quel point, non pas l'environnement, mais la nature, la planète, constituaient aussi des éléments, je dirais, de survie. Vous disiez, chacun a envie de cultiver son jardin, mais pour le coup, effectivement, la question est de savoir si on va pouvoir encore avoir des jardins. Enfin, vous voyez, il y a quand même une manière, disons, de poser le problème de manière de manière contemporaine, de manière à s'adresser à ce que pour une grande partie de la jeunesse, la question climatique est devenue, c'est-à-dire le lieu où se constitue la question de la justice, se pose la question de la justice, pas seulement de la catastrophe ou de la survie, et pas d'avoir un discours, je dirais, que même René Dumont aurait jugé ringard, si vous voulez, en 2022. Mais ça veut dire qu'il y a quand même eu peu de mesures audacieuses, si je vous suis, pour aller chercher les abstentionnistes. C'est quelque chose qui vous frappe, Céline Braconnier? Ah oui, tout à fait. Voilà, pour aller chercher les abstentionnistes, il faut les motiver, les mobiliser. J'ai envie de dire qu'à l'occasion du premier tour, on a vu Jean-Luc Mélenchon être capable de mobiliser des jeunes de quartiers populaires qui se mobilisent difficilement parce qu'il y avait une adhésion à un certain nombre d'éléments de programme qui étaient identifiés. Au cours de ces 2 semaines de préparation du deuxième tour, il n'y a pas eu d'adresse de même type susceptible de motiver un vote d'adhésion, un vote à un projet, une adhésion à un projet. Donc voilà, le vrai enjeu, c'est parmi ceux qui sont déjà décidés de se rendre aux urnes, combien vont agiter un vote en faveur d'Emmanuel Macron ou plutôt qu'un vote blanc. C'est plutôt ça, c'est plutôt parmi les votants du premier tour de Jean-Luc Mélenchon qui étaient diplômés et qui ont eu une stratégie de vote utile, quelle proportion votera blanc et votera en faveur d'Emmanuel Macron. C'est ça l'enjeu. Un mot de conclusion, Michael Fossel. Oui, la question, vous l'avez dit, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, et une des manières de les chercher, ou de les trouver peut-être, c'est de leur montrer que dans leur vie, déjà, il y a du politique, là où ils pensent qu'il n'y a pas de politique, puisqu'ils identifient trop facilement politique, pouvoir, et politique, et volonté d'être simplement élus. Et puisque vous évoquiez Mélenchon, il y a au moins 1 ou 2 discours où il a réussi, bon, ce que l'on veut de ses propositions, mais quand il a parlé, je crois que c'était à Toulouse ou à Marseille, du silence, de la nuit, enfin c'est des choses, le silence pour le coup, l'expérience du confinement, la nuit, le couvre-feu, ça a pu évoquer aussi des expériences qui sont politiques au fond, même si elles apparaissent de plus en plus comme privées. Je crois que quel que soit le champ ou le point de vue politique dans lequel on s'inscrit, gauche ou droite, on aurait tout de même intérêt à sortir des abstractions pour essayer de montrer que la politique n'est pas un mot qui appartient simplement à la logique du pouvoir. Michael Fossel, Quartier Rouge, Le Plaisir et la Gauche aux Presses universitaires de France. Céline Braconnier, Les Inaudibles, Sociologie politique des précaires, c'est aux Presses de Sciences Po.